Nous allons entendre maintenant Monsieur Jean Kelevitch. Mademoiselle, je suis particulièrement heureux et fier et ému de parler devant la fille de Bergson. Si j'ai accepté de parler ce soir, c'est par vénération pour la mémoire de votre père. Et c'est aussi sur l'insistance amicale de M. Gaston Berger, dont l'estime m'est précieuse et dont la confiance m'a beaucoup touché, malgré mon peu de goût pour les estrades. Et c'est pourquoi je me suis résigné à jouer, à figurer ce soir et à jouer ma partie dans ce congrès. Vous savez qu'à la fin de sa vie, Bergson avait prêché le retour à la simplicité. Je ne sais pas si ce que nous faisons ce soir est très bergsonien. Et je ne sais même pas si... Je ne sais pas s'il est bergsonien de commémorer Bergson, en général. Il y a deux façons de n'être pas bergsonien. Ce sont les problèmes que je me pose à moi-même et je me les pose à l'occasion de cette soirée. Il y a deux façons, dis-je, de n'être pas bergsonien. La première, c'est de ne l'être que le jour de l'anniversaire. Comme si cela devait nous dispenser de l'être à jamais à partir de cet anniversaire. Et je dirais même qu'à ce compte, mieux vaudrait être anti-bergsonien. Il ne faut pas donc que cet anniversaire soit comme le jour des morts, qui a été inventé par les vivants uniquement pour ne penser à leur mort qu'une fois par an et n'y plus penser ensuite. Donc j'espère qu'il s'agit d'un renouveau de la pensée bergsonienne et que nous n'attendrons pas le deuxième centenaire pour en reparler. La deuxième façon de n'être pas bergsonien, c'est de réciter du Bergson comme un perroquet et de redire ce qu'il a dit, en le redisant même autrement, ou de ne considérer que le bergsonisme et ne pas repenser Bergson comme Bergson a voulu être repensé. Eh bien, ces deux pseudo-bergsonismes serviront, si vous voulez, en gros de canevas aux quelques paroles que je vais dire. D'abord, la nécessité de penser Bergson bergsoniennement, comme je crois qu'il l'a voulu. Car on pourrait dire que c'est une philosophie maximaliste, en un sens, qui exige une adhésion totale du cœur et de l'esprit. Vous savez que pour Bergson, tout était totalité et qu'il n'y avait pas de vide dans la plénitude où nous vivons, que tout ce qui est complet, viable et se suffit à lui-même. Il s'en faut pourtant que toutes ces totalités soient égales en dignité, soient égales par leur poids moral, en valeur, par leur qualité, qu'elles soient d'une densité et d'une profondeur égales, bien que tout soit total. Et c'est ceci qui donne une marge et une raison d'être à la totalisation. La totalisation est possible, bien que tout soit total. C'est donc que ces totalités sont inégales entre elles. Et la liberté, notamment, est cette totalisation. L'acte libre est l'acte dans lequel, selon Bergson, l'homme se met tout entier, figure tout entier. C'est la décision dans laquelle l'intégralité de sa personne, le poids entier de son passé et des qualités de ce passé et de cette durée figure. Donc, il faut croire que la liberté, à cet égard, va dans le sens même de la vie, qui est de s'arrondir, de se régénérer à tout moment en totalité, de telle manière que les parties elles-mêmes deviennent totales, comme les monades leibniziennes, qui sont elles-mêmes des personnes se suffisant à elles-mêmes. Donc, la totalisation nous indique que l'homme trouve peut-être lui-même peut figurer partiellement dans ce qu'il décide, que l'homme peut être mesquin, superficiel, méchant, menteur, et n'agir que du bout de la volonté, en quelque sorte, ou ne penser que du bout de la pensée. Qu'il n'est donc pas nécessaire, qu'il y a des actes qui sont comme des lapsus, en quelque sorte, des lapsus de la volonté, au lieu d'être de véritables actes libres.
C'est donc que ce problème est un problème humain qui se pose pour l'homme. Vous savez, si vous avez relu récemment l'essai que Bergson, son premier livre, que Bergson déclare que l'acte libre doit être accompli, comme il dit en citant Platon, avec l'âme totale, sunolette et psyché. Cette expression célèbre se trouve d'ailleurs 2 fois dans la République, au livre 4 et surtout au livre 7, dans l'allégorie des prisonniers de la caverne. Cette phrase, avec l'âme tout entière, veut dire en réalité 3 choses. Je crois qu'on peut les distinguer pour éclairer les 2 parties de ce propos. D'une part, Platon veut dire qu'il ne faut pas tourner seulement la tête, mais qu'il faut tourner le corps tout entier. Et de la même manière, quand il s'agit de l'âme, il ne faut pas tourner vers la vérité un petit morceau, une petite portion de l'âme, ou une portion occulte de cette portion, mais il faut tourner l'âme tout entière. Et en deuxième lieu, ce qui revient un peu au même, mais veut dire quand même autre chose, qu'il ne faut pas se tourner de quelques degrés, d'un angle aigu, mais qu'il faut faire demi-tour, faire volte-face, se détourner du tout au tout. Et que c'est là, en somme, véritablement la conversion qui est une interversion, l'épistrophée ou la péristrophée, qui consiste à se tourner du tout au tout. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'il ne suffit pas de se convertir et de se tourner, et ensuite de rester planté comme un piquet, en disant bravo à ceux qui sortent, mais qu'il faut le faire soi-même. Donc il ne suffit pas de se convertir, il faut encore marcher et aller. Eh bien, ceci, nous le dirons tout à l'heure. Cela se rapportera à mon deuxième propos. Mettons l'accent pour l'instant sur la conversion elle-même, qui est un acte accompli par l'âme tout entière et que le bergsonisme exige de nous. C'est là la qualité même du sérieux auquel faisait tout à l'heure allusion M. Gabriel Marcel. Et je dirais volontiers que le sérieux, c'est cela. Et d'ailleurs, Aristote, dont nous prononçons 2 ou 3 fois le nom au cours de ces quelques minutes, définit quelque part le spoudaios, l'homme sérieux, comme celui qui agit avec l'âme entière, lui aussi. Il emploie la même expression.